2 appels PSPC et PSPC Région. On travaille à la direction de l'expertise innovation côté BPI France, qui est une direction centrale qui coordonne des appels à projets, essentiellement des appels à projets autour de l'ARS. Ce qu'on va essayer de faire, c'est à travers 2 panoramas rapides, un pour chaque appel à projet, de vous donner les grandes lignes de chaque appel, et puis ensuite, dans un deuxième temps, on reviendra avec vous dans les questions sur les points qui méritent d'être approfondis en fonction des questions que vous vous posez sur ce type d'outils. Alors, PSPC et PSPC Région relèvent tous les deux du programme de financement dit PSPC, donc programme structurant pour la compétitivité. Les cibles, les visées des 2 appels sont communes. C'est-à-dire que ce qui est visé derrière, ce qui se cache derrière, ce sont des projets de RDI, donc des projets de recherche, développement, innovation, qui sont collaboratifs, structurants, de par leur impact sur les filières qui les concernent, et ambitieux. Les visées, donc ce que souhaite voir l'État, et pour la partie PSPC les régions derrière ces projets, ce sont, grâce aux programmes de RDI qui vont être menés, des retombées économiques directes, soit à travers la création d'emplois, de valeur, et technologiques, sous forme de nouveaux produits, services et technologies. Donc ça veut dire que chaque projet de RDI mené dans le cadre du PSPC ou du PSPC Région va devoir produire, dans un certain nombre d'années, de nouveaux produits, services et technologies. On reviendra un petit peu plus en détail sur les attendus précis pour chacun des 2 appels. Ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que qu'on cible l'appel PSPC ou qu'on cible l'appel PSPC Région, les retombées indirectes au bénéfice des filières seront vues d'un très bon œil, et tout particulièrement si elles touchent des PME et des ETI. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? C'est que ce sont des projets de recherche, développement, innovation. Ils vont permettre de développer des savoir-faire sur de la RDI. Ils vont aussi permettre donc de développer des produits, services et technologies. Et État et région souhaiteront voir à travers ces appels-là des retombées indirectes au bénéfice des filières concernées. Voilà, donc comme le disait mon collègue Julien, les PSPC, ça veut dire Programme structurant pour la compétitivité. Et c'est ce type de financement vise à financer des projets collaboratifs, donc au minimum pour le PSPC en tout cas 2 entreprises et un laboratoire, pour développer une ou plusieurs innovations de rupture. On parle vraiment de projets très ambitieux qui visent à développer des innovations de rupture, que ce soit un ou plusieurs produits, services ou procédés. Ces projets ont un impact, doivent avoir un impact parce qu'ils sont très ambitieux de par leur montant et doivent donc présenter et démontrer un impact économique et commercial assez fort sur le territoire français. Donc, comme le disait mon collègue, que ce soit en termes de création d'emplois, de dépôt de brevets, mais également en termes de diffusion aussi de la technologie au sein de la filière. Et ces appels à projets impliquent tout type d'entreprise et acteurs de recherche, donc laboratoires de recherche, pour les entreprises, PME, ETI, grands groupes, par exemple. Alors, on parle bien de 2 appels distincts. Le PSPC Région, si on devait résumer sa spécificité, c'est il cible des projets toutes thématiques confondues, donc il n'y a pas d'axe thématique prioritaire. On va venir sur ces projets systématiquement mobiliser le cofinancement régional. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sur les aides qui seront accordées à un projet donné, à peu près 50% l'auront été par l'État et 50% l'auront été par les régions. Enfin, c'est un appel qui prend une forme de concours dans un sens, puisqu'on est à chaque édition sur une relève unique. Par exemple, pour la première vague, ce sera au 11 septembre. Donc ça veut dire qu'un candidat au PSPC Région doit, au 11 septembre, déposer un dossier complet. La différence avec le PSPC qui a un processus un petit peu différent, c'est que toutes les thématiques sont concernées comme le PSPC Région, sauf cas particuliers. On a quelques cas particuliers dans le cahier des charges qui sont spécifiques, typiquement la santé, mais ça, je pense que c'est pas le cas de la plupart des entreprises qui sont ici, ou l'aéronautique. On exclut aussi les projets qui sont exclusivement à destination de marché aéronautique. Vous pourrez aller voir dans le cahier des charges pour plus de précision. Contrairement au PSPC Région, il n'y a pas de cofinancement régional, c'est 100% du financement national, pardon.
Et ce n'est pas une relève unique, ce sont des relèves de projets au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on lance un appel à projet toutes les années et on définit un calendrier avec plusieurs sessions d'audition toute l'année qui ont lieu à peu près tous les mois et demi, voire 2 mois maximum selon les congés scolaires. Voilà, donc on a plusieurs types de relèves, on a plusieurs dates de relève par année et voilà, on évolue au fil de l'eau et année par année. Alors, quels sont les types de projets attendus sur ces 2 appels distincts? Pour la partie PSPC région, ce qu'on va souhaiter voir candidater sous l'appel, ce sont donc des projets collaboratifs, comme le disait Delphine, qui comporteront au moins 2 entreprises, avec parmi ces 2 entreprises au moins une PME ou une ETI, et un académique. Donc académique, c'est ce qu'on appelle les laboratoires, mais l'expression laboratoire est un petit peu restrictive, ce sont des établissements de recherche. La taille des projets, et c'est très important parce que c'est un des points clés de la distinction entre les 2 appels, ce sont des projets dont les assiettes de coûts éligibles sont comprises entre 1 et 4 millions d'euros. Alors, il y a des critères communs qu'on va retrouver sur les 2 appels. On a obligatoirement une part des PME et des ETI dans les dépenses du projet supérieure à 20%, c'est une obligation. On a une part des académiques qui devra obligatoirement être inférieure à 30% des aides demandées. La durée des projets, sur PSPC, les cahiers des charges ne mentionnent pas de durée type de projet. Pour la partie PSPC région, Geoffroy reviendra dessus, certaines régions vont demander des projets d'une certaine durée. Pour la partie PSPC, en revanche, on est typiquement sur des projets qui vont durer 3 à 4 ans en moyenne. Pour les 2 appels, il est possible de faire labelliser le projet par un pôle de compétitivité, et ça, on pourra revenir aussi dessus, Movéo le précisera, on pourra aussi revenir avec vous dessus dans les questions. La grande distinction, c'est que sur PSPC région, le label d'un projet par un pôle, systématiquement, va venir bonifier les taux d'aide. Sur PSPC classique, entre guillemets, le label du pôle vient démontrer la qualité du projet et peut permettre une bonification du taux d'aide, mais attention, puisque contrairement à PSPC région, celle-ci ne sera pas automatique, elle sera laissée à l'appréciation du comité de pilotage. Je vais laisser Delphine revenir sur les points spécifiques PSPC en termes de type de projet attendu. Voilà, exactement. Vous avez pu voir la distinction entre le PSPC région et le PSPC. Les montages de projets collaboratifs sont un tout petit peu différents car dans le PSPC région, il y a une petite contrainte supplémentaire. Dans les projets PSPC classiques, il faut simplement au minimum 2 entreprises, donc 2 acteurs industriels et un académique. La taille des projets, comme le disait Julien, pour les PSPC région, c'est des projets qui seront compris entre 1 et 4 millions. Et sur le PSPC classique, on démarre à 4 millions pour enchaîner jusqu'à 50 millions, voire plus. Il n'y a pas de taille, le simple minimum, c'est 4 millions d'euros. Là, on parle aussi de soutien de CSF. C'est une nouveauté de l'appel à projet numéro 8 du PSPC. Il s'agit par là de répondre à un axe stratégique des comités stratégiques de filière. À ce niveau-là, en fait, on demande plutôt un soutien exprimé par le président de ce CSF pour démontrer que le projet répond à ces stratégies. C'est une chose qui est différente, cet aspect est totalement différent de la labellisation du pôle qui lui, va avoir un effet sur la bonification du taux, tandis que le CSF, lui, n'aura pas d'impact sur l'intensité de l'aide, mais aura surtout un impact par rapport aux priorités qu'on va donner au projet. Alors, on a évoqué les montants de dépenses qu'on attend sur PSPC région et sur PSPC. Le type de dépenses qui se cache derrière, c'est des dépenses qu'on va qualifier de RDI, donc recherche, développement, innovation. Bon, concrètement, sur votre programme de R&D, on va prendre en compte les salaires de personnel interne directement affectés aux travaux de R&D, la sous-traitance générée par le programme de R&D, dès lors qu'elle ne dépasse pas 30% de l'assiette d'un partenaire donné. Au-delà, on entre dans des processus dérogatoires, donc il faut garder en tête que typiquement, c'est 30% maximum de sous-traitance sur l'assiette de dépenses d'un partenaire donné. La contribution aux amortissements, alors bien sûr, on prendra uniquement le ratio d'amortissement généré par le projet sur la durée du projet. Les frais de mission, alors les frais de mission, c'est assez spécifique, ils vont être forfaitisés
Typiquement, sur ces appels-là, on va être à 20% de frais forfaitisés sur les dépenses de personnel. Enfin, les autres coûts, achats consommables, bien entendu, ce seront les achats et consommables directement injectés, entre guillemets, dans le programme de R&D, donc directement consommés par le programme de R&D. Les spécificités, c'est que sur PSPC Région, on va venir appliquer sur l'assiette de dépenses éligibles, qui sera donc confirmée pendant l'instruction, les taux d'aide suivants. Alors, le taux d'aide de base est de 35% pour une PME, 25% pour une ETI, 20% pour une grande entreprise. On a évoqué le label du pôle dans la slide précédente. Sur PSPC Région, un projet labellisé par un pôle permet aux porteurs d'accéder à des taux d'aide bonifiés. Donc, on va passer sur des taux d'aide qui seront de 50% pour une PME, 35% pour une ETI, 25% pour une grande entreprise, uniquement en cas de label du projet par un pôle. En ce qui concerne le PSPC, on a des taux d'aide qui sont un petit peu différents. Là, vous pouvez voir les taux d'aide maximum en pourcentage donc pour les entreprises. Donc, on démarre à 60 on est à maximum 60% pour les petites entreprises, 50% pour les moyennes entreprises et 40% pour les ETI et grandes entreprises. Ces taux sont des taux max qui sont modulés en fonction du niveau de risque des projets et de la contribution aux critères d'éco-conditionnalité sur lesquels on pourra revenir plus tard, et notamment aussi la labellisation qui peut permettre aussi de bonifier le taux. Les taux moyens dans le PSPC sont plutôt de l'ordre de 50, 40 et 30% pour ces mêmes entreprises. On peut les bonifier jusqu'à 10% en plus. Et ce qu'on ne voit pas là, c'est les laboratoires, donc les taux d'aide restent les mêmes, c'est-à-dire 100% en coût additionnel et 40% en coût complet. Donc sur les laboratoires, il faut avoir en tête que la plupart des laboratoires savent à quel taux d'aide ils sont traités sur ce type de guichet de financement. Il n'y a pas d'évolution fondamentale par rapport à ce qui s'est pratiqué jusqu'ici, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sera 100% des coûts marginaux ou 40% des coûts complets générés par le projet, en sachant que si vous faites le choix de présenter à 40% des coûts complets, il y a une demande en bonne et due forme à faire et qu'elle sera définitive pour tous les guichets de financement du type PIA, PSPC. Donc les modalités de financement, on a évoqué donc le type de projet attendu, les dépenses éligibles et les taux d'aide qui seront applicables sur les deux appels. Donc là, on va dissocier d'un côté PSPC Région et de l'autre côté PSPC. Sur PSPC, on l'a évoqué, on fera systématiquement appel au cofinancement régional sur chaque projet, dans l'idée d'avoir des plans de financement équilibrés entre État-région, c'est-à-dire que sur 1 euro d'aide, si on caricature, ce sera 50 centimes État, 50 centimes région. Alors, les formes d'aide qui vont pouvoir être accordées, pour la partie État, ce sera de la subvention et de l'avance récupérable pour les entreprises, de la subvention pour les laboratoires, donc établissements de recherche. Pour les régions, chaque région est autonome dans la manière dont elle va venir financer les projets. En l'occurrence, a priori, on reviendra dessus, mais la région Île-de-France a fait le choix de la subvention, mais il est possible que d'autres régions aient fait le choix de modalités différentes. Dans le processus, pour que vous ayez en tête, ce sont les régions qui choisiront les partenaires qu'elles souhaitent financer, et donc les partenaires qui ne sont pas financés par les régions seront financés par l'État, mais on expliquera dans le temps le déroulé du processus de sélection pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc les formes d'aide que l'on peut obtenir à travers le PSPC Région, ce sont donc pour la partie État de la subvention et de l'avance récupérable, pour la partie région, a priori essentiellement de la subvention, mais également potentiellement des avances récupérables. La mise en œuvre se fera de la façon suivante. Il y aura une contractualisation avec BPI France pour tous les partenaires, puisqu'on aura un accord de collaboration à nous remettre. Chaque partenaire aura bien entendu, s'il est financé par l'État, un contrat d'aide avec BPI France. Enfin, pour les partenaires qui sont financés par les régions ou d'autres collectivités territoriales, la contractualisation se fera avec le cofinanceur régional concerné. Il y a quand même un lien pour ces projets en termes de mise en œuvre, puisque BPI France animera, entre guillemets, le suivi des projets avec, pour tous les partenaires, obligation d'avoir de manière annuelle des réunions de suivi du programme où un point sera fait aux financeurs, qu'il s'agisse de BPI France pour l'État, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, donc les régions. Concernant les modalités de financement pour le PSPC, qui sont propres au PSPC, on pourra voir à partir des taux d'aide qu'on a évoqués dans la slide précédente qu'on fera un mixte
de subventions et d'avances récupérables selon la nature des dépenses qui seront présentées. Typiquement, pour des dépenses de recherche industrielle, on va venir appliquer de la subvention parce que c'est des dépenses qui sont beaucoup plus amont dans la phase de R&D. En ce qui concerne les dépenses de développement expérimental, celles-ci, on va venir les financer en avance récupérable étant donné qu'elles sont plus proches du marché. Donc, il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de répartition fixe entre subventions et avances récupérables pour une aide pour un partenaire. En revanche, ça va de l'ordre, on peut donner une fourchette, ça va de l'ordre de 1 tiers subvention, 2 tiers avances récupérables, jusqu'à, voilà, on peut faire du 60% avances récupérables, 40% subvention à peu près. Voilà, ça c'est des fourchettes à peu près de répartition des subventions et des avances récupérables. En ce qui concerne le partage de risques et de succès, il y a des choses qui sont dites, c'est par rapport notamment à l'avance récupérable. À la fin du projet, si on voit qu'il y a un échec, donc que c'est notamment par exemple un échec complet, il n'y aura aucun remboursement de l'avance récupérable, dans le sens où on a un partage de risque dans ce sens-là, c'est que si on vous donne de l'avance récupérable et que vous n'arrivez pas à valoriser la technologie que vous avez développée, on va abandonner la créance. On va perdre du coup notre argent, mais il y aura pu y avoir d'autres impacts plutôt indirects sur votre projet. En revanche, si c'est un franc succès, que l'aide qu'on vous a apportée a permis de pouvoir développer une technologie qui vous a permis de générer du chiffre d'affaires, dans ces conditions-là, on vous demande de rembourser l'avance récupérable, mais également de rembourser un intéressement à l'État. Ce retour à l'État va de 75% à 125% de l'aide perçue en totalité. Voilà. Et ça, cet intéressement, il est déclenché à partir du premier euro généré à partir du seuil qui est défini pendant l'instruction approfondie. On pourra revenir sur cet aspect-là pendant les questions si vous le souhaitez. En termes de mise en œuvre, donc du coup, tout simplement, c'est une contractualisation avec BPI France. Chaque partenaire signe avec BPI France et tout ça juste avec BPI France parce qu'il n'y a pas de cofinancement régional. Alors, on a posé un petit peu le type de projet qui était attendu, on a expliqué la façon de venir financer ces projets. On arrive maintenant aux critères de sélection, qui sont donc des critères de sélection finalement partagés. La majorité des critères de sélection sont identiques sur les 2 volets du programme. Ce qui est important, ce sont donc des projets innovants avec une forte valeur ajoutée. Donc bien entendu, il faudra prendre connaissance du cahier des charges et bien répondre à l'objet de chacun des appels à projets. La maturité des projets présentés, le degré de rupture qu'ils proposent seront très appréciés. La capacité du consortium à porter le projet. S'agissant de projets de R&D collaboratifs, il est essentiel que les différents partenaires aient une capacité opérationnelle et financière à faire. Bien entendu, il est important qu'ils soient compétents sur le sujet et que leurs compétences soient complémentaires. Donc, il sera très important dans la structuration du projet de s'assurer que l'ensemble des partenaires sont en mesure de... Le caractère stratégique à l'échelle nationale et régionale, donc bien entendu, si on est sur un PSPC, on est plutôt sur un caractère stratégique à l'échelle nationale. Si on est sur un PSPC région, le caractère régional est très important aussi, puisque évidemment les collectivités locales qui cofinanceront les projets auront à cœur qu'il y ait des retombées sur leur territoire. Mais dans les 2 cas, on est bien sur des projets qui ont un caractère stratégique, qui derrière va notamment se matérialiser à travers la collaboration structurée qui les caractérise et l'effet de diffusion que va permettre leur programme de R&D au sein d'une filière. On l'a évoqué, il y a un côté économique dans les retombées du projet, il y a aussi tout le savoir-faire qui va être développé grâce au programme, et donc l'effet diffusant de ce savoir-faire au sein de la filière ou des filières qui sont concernées par le projet que vous présentez au PSPC sont très importants dans l'évaluation qui va en être faite. Notamment les critères d'éco-conditionnalité qu'on évoque. Ces critères d'éco-conditionnalité peuvent être tout ce qui est production d'énergie renouvelable, la réduction des gaz à effet de serre ou des déchets par exemple. Il faut pouvoir démontrer son impact environnemental qu'on aura à l'issue du projet. Que ce soit même un impact positif ou négatif, il faut travailler, il faut faire cet exercice-là pendant le projet, c'est ce qui est demandé en tout cas. Et il faut l'impact économique du projet est très important.
notamment la qualité et la robustesse du modèle économique, donc tout ce qui est plan de financement, retombées économiques en termes d'emploi, de création de valeur, de dépôt de brevets. Les retombées économiques doivent être quand même en cohérence également avec l'ambition du projet et les coûts du projet. Et enfin, la labellisation par un pôle de compétitivité qui pourra accroître la crédibilité du projet et apporter tous les avantages qu'on a pu évoquer dans les précédentes slides. Alors, on va à présent vous expliquer le processus de chacun des appels à projets. On le disait en introduction, on est vraiment sur 2 appels qui ont un mode de fonctionnement très différent. Et donc, on va essayer de vous expliquer ça à travers un processus dans le temps. Donc tout d'abord, le processus de sélection PSPC. C'est un processus qui reste quand même relativement long par rapport aux autres appels à projets, mais en même temps, il s'agit de projets assez ambitieux, assez conséquents. Donc je vais vous le détailler. Entre le moment de l'audition et la phase de sélection, on peut compter à peu près un délai de 6 mois. Avant l'audition, on a une phase de montage, c'est-à-dire qu'en tout début de prise de contact, vous allez par exemple prendre contact avec moi qui suis à la coordination de l'appel à projet et moi je vais vous mettre en relation avec un responsable sectoriel qui va prendre en charge le montage, vous accompagner dans la structuration de votre présentation PowerPoint, vous challenger sur plusieurs aspects et vous préparer notamment à ce premier dépôt qui est finalement plus light par rapport aux autres appels à projets dans le sens où on vous demande de déposer qu'une seule présentation PowerPoint sur notre plateforme. Donc il n'y a pas de dossier Word très complet, d'annexes financières, il n'y a pas tout ça. C'est une présentation PowerPoint du projet. En revanche, cet exercice est quand même assez compliqué car il implique de pouvoir convaincre le jury en l'espace de 25 minutes sur le bien fondé de votre projet. Donc, à partir du moment où vous avez stabilisé votre présentation PowerPoint, que vous êtes prêt à passer en audition, vous déposez votre projet 3 semaines avant la date visée de l'audition, dont on a mis les dates juste en dessous dans le petit rectangle. Donc vous avez les relèves. Les dates de relève, ce sont les jours où vous devez déposer votre présentation pour les auditions qui sont juste en dessous. Par exemple, si vous visez une audition le 18 septembre, il faudra viser un dépôt le 27 août. Pour le 9 octobre, ce sera le 17 septembre, etc. Donc, vous déposez votre présentation sur la plateforme, vous venez présenter votre projet en audition 3 semaines après. Donc, il s'agit d'une audition qui dure 50 minutes pour vous, 25 minutes de présentation, 25 minutes de questions-réponses. Et ensuite, le comité de pilotage décide à l'issue de l'audition. Si vous êtes présélectionné, dans le meilleur des cas, on vous envoie un courrier en vous invitant à déposer un dossier complet dans les 2 mois qui suivent la notification. Ce dossier complet, c'est un dossier classique, donc avec un gros fichier Word présentant toutes les techniques, tous les aspects du projet collaboratif, que ce soit la concurrence, etc. Une base de données financières, tous les documents administratifs qui sont demandés également. Et à partir du moment où vous avez déposé le dossier complet, on va accuser réception de ce dossier et débuter l'instruction approfondie. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a accusé réception de votre dossier complet, on peut commencer à faire courir la date de prise en compte des dépenses. Ce qui veut dire que si si vous êtes sélectionné donc à l'issue de l'instruction approfondie, toutes les dépenses que vous aurez effectuées entre le moment où vous avez déposé votre dossier complet et la date de sélection, ces dépenses seront éligibles et vous pourrez donc les rentrer dans votre annexe financière. L'instruction approfondie dure environ 3 mois. Elle est composée donc d'une instruction par l'expert pilote chez BPI France. Il y aura aussi des expertises d'experts externes et les résultats d'instruction approfondie sont présentés en comité de pilotage pour sélection. Le comité de pilotage donne son avis et ensuite, sur proposition du comité de pilotage, le Premier ministre signe une décision de financement que le chef de file reçoit. À l'issue de cette décision, vous allez recevoir un contrat et vous aurez donc 3 mois pour contractualiser. Et lorsque vous aurez contractualisé, on pourra débloquer une avance à notification et démarrer le projet et l'échéancier de versement. En ce qui concerne le dossier de candidature du PSPC, donc,
Pour l'audition, comme je le disais, on ne demande qu'une présentation au format PowerPoint. Il faut également remplir toutes les informations administratives, entre guillemets, sur notre plateforme extranet, pour ceux qui connaissent. Mais à ce niveau-là, ce n'est que la présentation PowerPoint. Et ensuite, comme je le disais, il y a donc des documents du projet pour le dossier complet, donc présentation du projet au format texte, présentation du consortium, la base de données budgétaire au format Excel, ça c'est pour pouvoir définir aussi les assiettes et retailler les dépenses au besoin si elles sont inéligibles. Déposer une lettre de soutien du CSF, il faut la déposer avant l'instruction approfondie. Cette lettre de soutien du CSF, si vous ne l'avez pas au moment de l'audition, ce n'est pas grave, ce qui compte c'est de la déposer avant le début de l'instruction approfondie, donc avec le dossier complet. Pareil pour la labellisation du pôle, vous pouvez la donner à ce moment-là ou pendant l'instruction approfondie. Ce qui compte, c'est que la lettre de labellisation du pôle soit présente le jour où on fait la proposition de financement. Parce que sinon, on ne pourra pas argumenter sur le fait qu'on souhaite bonifier les taux, parce que c'est un des critères de bonification des taux dans le PSPC. Pour les documents partenaires, voilà, c'est classique, c'est donc tout ce qui est liasse fiscale, CABIS, voilà, justificatif de domicile, c'est tout pour nos diligences bancaires. Alors, on est revenu sur le processus PSPC, qui est donc un processus au fil de l'eau. On va dorénavant expliquer le processus PSPC région, qui est assez différent. Alors, sur la première vague, si on prend pour exemple la première vague, on a une clôture au 11 septembre à midi. Au 11 septembre à midi, la phase de montage est finie. C'est-à-dire que le dossier qui est déposé est complet. On va revenir sur les documents qui sont attendus, mais typiquement, la lettre de labellisation de la part du pôle sera attendue pour le 11 septembre à midi. Donc, ce qui veut dire qu'avant cette date du 11 septembre, la phase de montage avec les acteurs qui vous accompagnent, dont les pôles, devra être réalisée. Une fois la relève effectuée, donc au 11 septembre à midi, la phase d'étude papier, entre guillemets, du dossier démarre. Elle associera un comité d'experts qui comporte BPI France en tant qu'opérateur, qui comporte les ministères concernés par l'appel à projet et les régions qui donc potentiellement pourront venir financer les projets. Donc, ce qui veut dire que dès la collecte des dossiers, l'ensemble des parties prenantes de l'appel à projet a connaissance des dossiers. Une fois cette phase d'instruction papier finie, un jury se réunit, il réunit donc l'État et les régions, il arrête une liste de projets à auditionner. Donc, ce qui veut dire qu'à peu près à la fin du mois d'octobre, si votre projet n'est pas auditionné, vous pouvez en être informé. L'audition, le formalisme de l'audition n'a pas encore été arrêté. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'il associera l'État et les régions et il prendra une forme, entre guillemets, classique. Il y aura d'abord une phase de présentation du projet par les porteurs et dans un deuxième temps, une phase d'échange. Ces auditions, elles devraient avoir lieu la semaine du 4 novembre 2019. Un projet qui ne passe pas le filtre des auditions en sera informé immédiatement derrière, donc ce qui veut dire qu'en termes de visibilité, si vous allez jusqu'à ce stade-là du processus, rapidement, vous pouvez être fixé sur la suite qui en sera donnée. Une fois les auditions passées, donc un comité de pilotage qui réunit également, de la même manière que le comité d'experts, l'État, les régions et BPI France en tant qu'opérateur, va définir une liste de projets présélectionnés. Il s'agit donc des projets qui ont passé le filtre de l'instruction papier et de l'audition. Cette liste de projets présélectionnés, les régions et les autres collectivités territoriales sont officiellement saisies afin qu'elles indiquent les partenaires qu'elles souhaitent financer dans les projets. Pour rappel, l'objectif, c'est d'avoir des schémas de financement à peu près équilibrés entre l'État et les régions. Cette phase de remontée des financements régionaux sur cette première vague du PSPC région, elle aura lieu jusqu'au début du mois de janvier. Viendra alors une phase d'instruction approfondie. Sur la partie État, BPI France aura le rôle, une mission qui lui est donnée par l'État, qui est de finaliser l'instruction sur les partenaires qui seront financés par l'État. Cette phase complémentaire d'instruction se finira début février. Et donc la décision finale sur le PSPC région, sur la première vague, interviendra au 5 février 2020. Donc on est sur un processus qui dure à peu près 4 mois, on a conscience que c'est un petit peu long, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous déposez sur ce type de guichet, il y a différents jalons qui vous permettent de ne pas avoir à attendre 4 mois. Si le projet est refusé, vous le savez bien avant, et si le projet a de bonnes chances d'aller au bout du processus, vous l'avez également en tête, puisque vous savez s'il est dans la phase de remontée des cofinancements et d'instruction.
Le conventionnement, comme on vous l'indiquait, il va être fait par BPI France pour les financements accordés par l'État et par les collectivités territoriales, donc essentiellement les régions, pour les financements qu'elles auront accordés. L'objectif, bien entendu, sera pour l'État de confirmer avec les collectivités territoriales la bonne mise en place de leur cofinancement afin de s'assurer que sur un projet donné, il y a un démarrage précoordonné des différents partenaires en termes de financement. Les dossiers complets qui sont attendus sur PSPC Région au 11 septembre. Bon, c'est des dossiers qui ont deux niveaux. Il y a un niveau plutôt projet, donc qui concerne l'ensemble des partenaires du projet collaboratif, avec une annexe technique, une présentation PowerPoint, petite fiche de présentation publique du dossier, et également un projet d'accord de collaboration. C'est important de se poser la question de l'accord de collaboration ou accord de consortium, puisque sur ce type de programme, il sera exigé au moment de la signature des contrats, et c'est la même chose pour le PSPC, ce qui veut dire que l'accord de collaboration, en cas de sélection du projet, devra être prêt à peu près en février 2020. Enfin, au-delà de ces éléments de niveau projet, il y a des éléments porteurs, et donc chacun des partenaires du projet devra venir déposer tout un ensemble d'éléments, bien entendu son annexe de dépenses, mais également des justificatifs financiers, et tout ceci est expliqué dans un petit dossier de candidature qui est sur notre site web. Chaque partenaire aura l'occasion de présenter son savoir-faire et sa plus-value au sein du consortium, puisque chacun va déposer une présentation individuelle de qui il est, ce qu'il sait faire et pourquoi il vient dans ce projet. Enfin, on attendra tout un ensemble de pièces administratives au 11 septembre, et donc tout ceci est listé sur le dossier de candidature, mais n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions. De la même manière que le PSPC, la plateforme qui sera utilisée pour collecter ces projets s'appelle Extranet des projets innovants collaboratifs, et on est toujours disponible pour répondre à vos questions sur le processus de collecte. Alors, on a posé le cadre de PSPC et PSPC Région, donc dorénavant, on va laisser Geoffroy pour Moveo revenir sur la plus-value du pôle dans ce cadre. Alors, je vais reprendre la main pour la présentation. Vous devriez voir normalement mes slides s'afficher. Oui. Très bien, donc je vais commencer. Alors, juste un rappel de l'équipe Moveo qui s'occupe des projets d'innovation. Donc, retenez surtout les contacts de Nicolas Dattez qui s'occupe des sujets mobilité intelligente, Florent Hanon pour tout ce qui est sécurité des usagers de la route, et de moi-même pour tout ce qui touche aux motorisations, aux matériaux et à l'usine l'industrie du futur. Ouais, donc notre collègue Marie-Elvin qui s'occupait initialement de mobilité intelligente et de sécurité des usagers de la route est toujours en congé maternité, elle reviendra en septembre et elle reprendra ensuite l'animation de ces sujets. Et puis vous voyez également sur ce slide deux autres collègues qui sont exclusivement dédiés au projet européen, donc Mathilde Depetit et Sébastien Aubon. Alors, l'accompagnement du pôle par la labellisation, donc je vais passer très rapidement dessus, je pense que vous commencez tous à connaître l'accompagnement du pôle. Donc, au-delà de ces bonus, entre guillemets, financement que vous pouvez obtenir de manière automatique sur le PSPC Région et en fonction de l'appréciation du jury sur le PSPC, donc on est là vraiment pour vous aider à consolider votre projet et faire en sorte de maximiser ses chances de succès. On vous accompagne également auprès des financeurs, donc vous avez vu que sur le PSPC Région, le cofinancement est très important. C'est ce qui fera que entre autres, que votre projet sera retenu ou non. Et donc on vous accompagne pour présenter notamment vos projets devant les régions Île-de-France et Normandie. Et puis bien sûr, une fois qu'il est retenu ou qu'il est terminé, on mobilise les supports de communication du pôle, que ce soit lors des événements ou sur le site internet, pour mettre en avant vos résultats et votre projet. Alors, chose très importante pour le PSPC Région, vous voyez que la date de clôture est au 11 septembre, donc ça va arriver vite, d'autant qu'il y a quand même les 2 mois des congés d'été, enfin 2 mois
en tout cas une période d'activité restreinte liée à l'été entre aujourd'hui et cette date de dépôt. Donc surtout si vous envisagez de déposer un dossier, même si ça n'est pas encore très mûr, contactez-nous dès maintenant afin qu'on vous réserve un créneau de présentation, sachant que nos comités d'audition sont en cours, on est en train d'arrêter les dates d'audition et ils se tiendront vraisemblablement fin août, début septembre. Et donc si vous partez en congé d'ici là, essayez de réserver des créneaux dès maintenant. Alors, le processus de labellisation, donc vous avez un premier échange avec les responsables de projet, donc les personnes que je viens de vous présenter. Et si on considère que le projet est éligible à l'un de ces appels, ou au contraire qu'on vous conseille de le réorienter sur un autre appel, on vous propose ensuite de le présenter devant un comité d'experts techniques qui va statuer sur l'intérêt pour le pôle de soutenir le projet et d'aller plus loin dans l'accompagnement. Plus loin dans l'accompagnement, ça veut dire expertise du dossier qui sera soumis aux financeurs, donc à la fois les slides PowerPoint et dans le cas du PSPC Région, du dossier Word qui sera remis. Si cette expertise, de la même manière que l'audition devant le comité d'experts techniques se passe bien, on propose ensuite à notre comité opérationnel de statuer sur la labellisation. Et donc, dans ce comité opérationnel, on a des gens qui sont plus orientés stratégie au niveau des entreprises membres du pôle, et donc qui vont voter sur l'opportunité de labelliser ou non le projet. Donc, on vous tient bien sûr informé au niveau de toutes ces étapes de l'avancement de la labellisation. Vous recevez un certain nombre de recommandations tout au long du processus. S'il y a des restrictions de diffusion ou des conflits d'intérêts par rapport aux gens qui ont accès au dossier, donc on vous fournit toujours la liste des gens qui ont accès au dossier, il nous est arrivé de restreindre du coup la diffusion de certains documents à la demande des porteurs, donc ça se fait de manière courante chez nous. Et on est très vigilant au respect de la confidentialité. Enfin, la dernière étape, donc, qui concerne surtout les projets PME, on a un comité qui est plus orienté stratégie d'accès au marché et qui va pouvoir accompagner les porteurs justement dans la définition de cette stratégie. Alors, soit en amont du dépôt des projets, donc pour consolider encore le projet, soit en aval, une fois que le projet est terminé, que le produit est mis au point, mais qu'il ne trouve pas forcément son marché. Donc c'est un comité qu'on peut solliciter à ce moment-là. Alors voilà pour l'accompagnement des projets. Maintenant, je vais faire un point plus particulier sur le financement des projets PSPC Région, qui auraient notamment des partenaires en Île-de-France. Donc la région Île-de-France nous a remonté un certain nombre de demandes sur cet appel à projet. Donc, dans un premier temps, vous voyez que la région Île-de-France a budgété 6 millions d'euros pour cet appel, qu'elle souhaite dédier à des projets qui seront structurants et liés aux filières et technologies clés d'Île-de-France. Donc c'est quelque chose d'assez classique, hein, vous retrouverez ces technologies clés sur pas mal de supports de la région. Si vous ne les trouvez pas, contactez-nous, on vous les enverra bien sûr. Et idéalement, elle souhaite qu'il n'y ait qu'un projet par pôle ou interpôle, et donc un total maximum de 6 projets. Elle souhaite également qu'il n'y ait que 4 partenaires maximum, qui doivent tous être franciliens. Les projets devront être courts, donc de 12 à 18 mois, hein, donc vous voyez que c'est plus de moitié moins que sur les critères en tout cas qui sont annoncés dans le cahier des charges, donc il faut quand même bien les avoir en tête. 12 à 18 mois maximum, ça veut dire que le TRL doit être élevé et en cohérence avec la volonté de la région de porter son intervention sur la phase aval de l'innovation. Et Julien l'a précisé tout à l'heure, donc la région Île-de-France nous a précisé qu'elle interviendrait exclusivement en subvention. Voilà, donc
pour les quelques spécificités liées au financement Île-de-France sur cet appel PSPC Région. Alors j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui étaient arrivées pendant la présentation. Donc on va les prendre maintenant par ordre d'arrivée. Alors j'avais noté la première question qui concernait le critère de la labellisation. Donc je pense que c'est une question qui est liée à l'ancienne FUI. Donc sur l'ancienne FUI, il fallait que toutes les PME soient labellisées par un pôle qui couvre leur territoire. Est-ce que c'est toujours le cas sur ce PSPC Région? Non. En fait, le critère de labellisation sur le FUI était territorial, c'est-à-dire que le pôle ne pouvait accorder des bonus de financement en cas de la labellisation était obligatoire. Donc la perspective était différente, mais le bonus en termes de taux de financement intervenait selon des critères territoriaux. Là, sous PSPC Région, il y a label ou il n'y a pas label, mais il n'y a pas cette question territoriale derrière. Alors maintenant, la question va donc être, est-ce que le pôle est prêt à labelliser un projet donné? C'est comme ça qu'il faut se poser la question. C'est-à-dire que bien entendu, certains pôles refuseront de labelliser des projets, par exemple, qui n'auraient que des partenaires qui les concernent pas du tout, ce qui est assez logique. Mais en tout cas, il n'y a plus des critères tels qu'ils ont été pratiqués dans le FUI de ce point de vue. Ensuite, peut-être qu'on peut considérer également qu'une région qui serait sur un territoire autre que celui du pôle qui aurait labellisé le projet se pose la question. Oui, bien entendu. La question va plus se poser sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'une région va arriver sur un projet donné, regarder qui est le consortium, regarder qui a labellisé ce projet, et sur cette base-là, dire oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas. Donc bien entendu, il y a deux choses à avoir en tête, c'est que le label, il doit avoir une cohérence quand même territoriale, c'est-à-dire que le pôle va venir labelliser des projets qui le concernent, parce qu'il connaît les partenaires, il a travaillé avec eux, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du côté des cofinanceurs, on l'a évoqué, la région Île-de-France, elle a posé des règles qui sont très claires. D'autres régions peuvent avoir aussi posé des règles spécifiques qui les concernent. Donc c'est quand même intéressant pour les sociétés d'un consortium donné de regarder avec le pôle qui les concerne ou avec les contacts qu'elles peuvent avoir au sein des collectivités territoriales si oui ou non c'est un projet qui peut intéresser la région. Typiquement, la région Île-de-France a dit « je prendrai prioritairement les projets qui sont dans mes axes stratégiques ». Après, les axes stratégiques de la région Île-de-France sont assez nombreux, mais pour autant, c'est vrai qu'il faut se poser ce type de questions avant d'aller sur le dépôt du 11. C'est d'où, encore une fois, l'importance de la phase de montage qui doit intervenir maintenant avec le pôle. Si je peux compléter, pour le PSPC classique, il n'y a pas cette contrainte d'avoir un label régional. Comme on a une visée plus nationale, vous pouvez labelliser par le pôle que vous souhaitez. Et, voilà, on va pas réfléchir en termes de région. Alors on passe à la deuxième question qui est sur le cofinancement. Doit-on répondre au PSPC puis chercher une autre source de financement auprès de la région? Ou voulez-vous dire qu'une fois le projet retenu et financé, l'origine du financement provient à 50% de l'État et 50% de la région? Et la réponse était donc le deuxième volet de votre question, c'est-à-dire que, enfin, j'ai répondu par écrit. En fait, c'est le processus qui intègre cette phase de recherche du cofinancement. Donc, avant de présenter le projet, comme on l'indique à l'instant, c'est important de se poser la question de est-ce que je vais intéresser les cofinanceurs potentiels? Ça, c'est une première chose. Maintenant, une fois que la relève est faite, c'est bien le processus de l'appel à projet qui est géré par Bpifrance qui va permettre de mobiliser officiellement le cofinancement régional. Donc vous, une fois que le projet est déposé, vous venez pour l'audition, vous répondez aux éventuelles questions qui seront posées sur le projet, mais ce n'est pas à vous d'aller confirmer avec les régions qui vous concernent qu'elles sont prêtes à financer le projet. Il y aura une confirmation formelle qu'elles vont faire dans le processus de sélection. Et donc là encore, c'est une différence par rapport au FUI, puisque sur le FUI, en fonction de la notation des GE du projet, on avait un taux de cofinancement qui était différent. Oui. Donc là, ce sera du coup un cofinancement identique pour tous les projets? Oui, alors bien entendu, la cible, elle est à 50-50, et enfin, dans les faits, on aura rarement des équilibres parfaits, mais c'est une logique générale qui est de dire on est plutôt dans un schéma d'équilibre, alors qu'effectivement, autrefois, il y avait certains projets qui étaient financés essentiellement par l'État, d'autres essentiellement par la région. C'est plus le cas. Alors, une entreprise qui grandit, alors soit par embauche, soit peut-être par croissance externe, c'est pas précisé dans la question, et donc qui devient PME, elle devient ETI.
Est-ce qu'il y a un délai pour rester dans les critères PME sur cet appel? En fait, si c'est une PME qui croît par croissance organique, c'est relativement clair parce que la règle européenne vous permet de conserver le statut pendant un certain nombre d'années, donc enfin, a priori 2 ans. Donc c'est à vous de nous démontrer que vous êtes bien PME. Maintenant, si on est sur une croissance externe qui vous a fait perdre le statut de PME, là c'est très clair, vous le perdez immédiatement. Donc en l'occurrence, on appliquera purement la définition européenne de la PME. Et pour les ETI, c'est un peu plus spécifique puisque c'est une circulaire française qui invente le TI, entre guillemets. Et donc nous, on se basera sur la circulaire française de 2008 qui précise ce qu'est une ETI. Alors ensuite, une question sur le slide 5. Quelle est la répartition entre subventions et avances récupérables? Pour PSPC, Delphine a expliqué les règles qui sont liées à la répartition entre recherche industrielle et développement expérimental. Pour PSPC Région, encore une fois, c'est d'abord les collectivités territoriales, donc les régions, vont venir indiquer les partenaires qu'elles souhaitent financer. Elles choisissent le type de cofinancement qu'elles mettent. Et ça, on n'a pas du tout la main dessus. Pour la partie État, la répartition subvention avance récupérable concernera uniquement les entreprises. Elle n'est pas connue a priori. Maintenant, au moment de modéliser votre projet, puisque vous aurez besoin de le faire, vous pouvez partir d'un principe théorique qui est de dire j'aurai 50 subventions, 50 avances récupérables, ce qui ne préjuge pas de la réalité du financement qui sera accordé, mais en tout cas qui permet de modéliser dans votre préparation. Alors ensuite, en tant que laboratoire public, le choix est-il automatiquement le même que pour les anciens FUI? Faut-il refaire une demande? En fait, le choix historique qui s'appliquait pour les FUI et les PSPC. Du coup, a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Maintenant, vous pouvez nous saisir pour qu'on vérifie ensemble sans problème. Quelle différence concrète avec les FUI? Cela semble extrêmement proche. Je pense qu'on a à peu près répondu à la question. Ouais, oui et non, parce que c'est-à-dire que les FUI, il y a très longtemps, étaient peut-être un petit peu plus loin du marché, sur des projets un petit peu plus amont. Là, c'est vrai que le côté structurant sur la filière, l'impact économique est particulièrement important dans l'évaluation des projets, que l'on soit sur un PSPC ou sur un PSPC région. Alors certes, on peut être sur des travaux de R&D ambitieux, sur de la rupture, mais il faut modéliser les retombées du projet, puisque c'est ce qu'attendent l'État et les régions dans l'évaluation de votre projet. Alors ensuite, une question sur l'association de structures étrangères dans le consortium, qu'elles soient européennes ou même en dehors d'Europe. A priori, le cas typique, c'est plutôt une société européenne qui se joint au consortium. Donc dans ce cas-là, elle peut venir, mais elle n'aura pas de financement sur la partie française, que ce soit PSPC ou PSPC Région. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on parle d'une société étrangère qui a une filiale en France qui va réaliser les travaux, donc vraiment un établissement juridique distinct en France, ou est-ce qu'on parle d'une pure société étrangère qui n'a aucun site en France? Il faudra regarder ensemble, hein, parce qu'il y a quand même une palette de cas de figure possibles, et là, on est dans le montage du dossier pour le coup. Mais bon, a priori, s'il n'y a pas d'activité en France, de toute façon, il n'y aura pas de financement. Pas finançable. Ça peut être un partenaire, mais non finançable. Ensuite, donc une question sur la langue de rédaction, donc, qui effectivement est le français. Pour les projets aéronautiques. Alors, pour les projets aéronautiques, donc il me semble qu'il existe un certain nombre d'outils Tout à fait. PSPC. Exactement. Dans le PSPC, on parle bien donc de projets aéronautiques, exclusivement des applications aéronautiques. Là, on les sort parce qu'ils peuvent être financés par ailleurs par la DGAC, qui a des outils de financement pour ce type de projet. En revanche, les projets aéronautiques qui visent à développer des dirigeables, des drones, des véhicules aériens destinés à des usages en environnement urbain, ceux-là peuvent toujours être éligibles au PSPC. Alors, une question sur la fonction de risque TRL qui servira de référence. J'avoue ne pas très bien la comprendre. En fait, sur l'échelle TRL, au moment du dossier que vous présentez, il y a quand même un gros débat au niveau du TRL et vous remarquerez que des fois c'est mentionné dans les cahiers des charges, d'autres fois ça ne l'est pas. L'échelle TRL est une échelle qui fonctionne bien dans certains domaines, qui ne fonctionne pas bien du tout dans d'autres domaines. Et du coup, si on devait caricaturer, on est sur des projets qui en sortie seront sur du 7, 8, 9. Et en entrée, par contre, un projet qui est en TRL 1, 2, 3, ça me paraît un peu compliqué. On sera au plus bas sur du 4, plutôt sur du 5, 6. Mais vraiment, faut pas faire une fixation sur l'échelle TRL. Il vaut mieux poser la question sur un projet donné où vous vous questionnez
que de se verrouiller ça dans l'échelle TRL, qui évidemment sur des sujets typiquement sur l'aéro, c'est relativement cadré, mais dans du numérique, ça va être plus compliqué de rendre un projet cohérent par rapport à l'échelle TRL. Ensuite, est-ce qu'un projet aéronautique serait éligible au PSPC région? Ben oui, parce qu'en termes de domaine thématique, il n'y a pas de domaine thématique. Maintenant, on a essayé de l'expliquer, même si c'est pas forcément clair, puisque différentes collectivités territoriales peuvent être concernées par un projet donné, mais de manière générale, l'aéro est possible sous PSPC région. Maintenant, ce qui est quand même important, c'est de se dire, les cofinanceurs que je vais mobiliser potentiellement dans ce projet sont par exemple la région Île-de-France, et du coup, essayer de voir un petit peu, que ce soit grâce au pôle ou grâce au contact que vous avez au sein de la région, pour voir si c'est bien dans le type de projet qui est dans les priorités régionales. Alors, autre question, est-ce qu'une école de commerce avec une forte dimension recherche est éligible? Et plus globalement, est-ce que les sciences humaines et sociales ont une place dans ce type d'appel à projet? Pas facile de faire une réponse générale sur les SHS. Faudra regarder au cas par cas si ça peut être finançable dessous. Ouais. Pour les entreprises, c'est relativement clair. Les dépenses qu'on peut passer sur ce type de guichet sont très proches de celles du crédit impôt recherche, de fait. Il y a des petites distinctions, mais c'est assez proche. Par contre, c'est vrai que sur les labos, notamment qui peuvent être associés au projet, peuvent se poser des questions. Donc là, il vaut mieux faire du cas par cas parce qu'il n'y a pas de règle générale qui dit il est interdit de mettre des SHS dans un projet R&D. Maintenant, peut quand même y avoir débat effectivement pendant l'instruction, donc autant sonder a priori et confirmer ensemble si c'est oui ou non pour un projet donné. Alors ensuite, une question sur les projets avec un partenaire francilien. Donc la question c'est, est-il possible de présenter un projet pour une société francilienne et des sociétés d'autres régions? En fait, la région Île-de-France a posé de manière claire le type de projet qu'elle souhaitait financer. Ça, c'est une première chose. Maintenant, imaginons qu'un consortium comporte à la fois des sociétés franciliennes et des sociétés d'autres régions. Le plan de financement, c'est 50 États, 50 régions dans l'articulation théorique. Donc, c'est-à-dire que si d'autres cofinanceurs peuvent être mobilisés, se posera très sérieusement par contre la question de est-ce qu'on va vraiment réussir à les mobiliser pour boucler ce plan de financement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Après, à regarder au cas par cas, peut-être sonder a priori, soit Moveo, soit nous. Voilà, en tout cas, la région Île-de-France, elle a posé ses conditions, elle viendra sur des projets où a priori, on est sur du 100% francilien. Donc a priori, sur ce type de cas de figure, il n'y aurait pas de financement région Île-de-France. Par contre, on peut envisager un financement État. Il faut trouver une autre façon. À condition que le tour de table soit complété par ailleurs. Y a-t-il un partage de risque succès avec l'État dans le cadre du PSPC région, comme il existe dans le PSPC? Alors, le partage de risque avec l'État, donc qui concernera que les partenaires qui ont un financement État, bien entendu, sur PSPC région, il est matérialisé dans l'avance récupérable. Donc, c'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, le ratio subvention-avance récupérable n'est pas connu a priori. En revanche, ce qui est très clair, c'est que la forme que va prendre l'avance récupérable sur PSPC région, c'est une avance récupérable qui sera remboursée uniquement avec un taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, il est défini au moment de la sélection. Il est imposé par la Commission européenne et actuellement, il est très bas, en toute honnêteté. Le remboursement de l'avance récupérable sur la partie région, il interviendra de manière assez forfaitisée, c'est-à-dire qu'à peu près 2 ans après la fin du programme de R&D, il y aura un remboursement en 4 annuités. Donc c'est la forme que prend le partage du risque. Il n'y a pas de complément de remboursement en revanche sur les AR pour la partie PSPC région. Et là, par contre, c'est là où il faut être très vigilant. On a bien expliqué que c'était 2 appels distincts, mais de ce point de vue-là, ça c'est typiquement une spécificité PSPC région. Voilà. Et par contre, en cas d'échec du projet, ça se transforme en subvention. En cas d'échec des projets, ça devient de la subvention. Alors, une question sur le TRL de départ et de fin de projet pour le PSPC région. Je pense qu'on a déjà traité ce sujet-là. Ouais, je pense. L'innovation porte-t-elle uniquement sur une rupture technologique ou bien sans réelle rupture, mais répondant à de nouveaux usages? Sur les PSPC, on est quand même sur des ruptures techno. Et sur le PSPC région? Sur le programme en général, pour le coup. D'accord.
parce que ça c'est dans les critères de sélection, dans la petite slide, les slides seront rendus disponibles après, elles ne sont pas du tout secrètes, mais effectivement on est quand même sur des projets. Alors, bien entendu, la question des usages, de toute façon je pense qu'aujourd'hui c'est assez clair pour tout le monde, dans toutes les problématiques d'innovation, on ne peut pas ne pas envisager les problématiques d'usage. Maintenant, sur ces projets-là, effectivement, sous le PSPC, on est quand même sur des projets où il y a une ambition technologique. Il faut qu'il y ait un risque technologique qui soit pris, et également le risque de marché, mais voilà, ça va être vraiment des innovations de rupture technologique. Il peut y avoir autant de projets, plusieurs lots qui vont avoir un degré de rupture plus ou moins important, mais il faut qu'au global, dans le projet d'innovation, il faut que ce soit quand même en rupture par rapport à l'état de l'art. Et sur la partie PSPC région, je pense typiquement, enfin, la région Île-de-France l'a dit, hein, elle aussi, ce qu'elle attend, c'est quand même des projets ambitieux, dans le sens où, certes, elle souhaite des projets relativement courts, mais elle veut quand même qu'il y ait des verrous technologiques importants à lever dans le cadre du programme, donc que les porteurs fassent des choix techniques, et ça passe ou ça casse, mais en tout cas, il y a des vrais choix au départ. Très bien, on arrive à la fin des questions. Ah, non, alors, quelques-unes sont arrivées entre-temps. Je peux répondre à y a-t-il un intérêt, une bonification possible pour un projet PSPC région qui irait chercher un soutien d'un CSF? En fait, il faut savoir que déjà sur le PSPC classique, le soutien du CSF ne va pas bonifier le taux. Ce n'est pas une bonification à l'instar du label Pôle, tout à fait. Et également pour le PSPC région, du coup, ça ne va pas bonifier le taux s'il y a un soutien CSF. Je pense que ce sera un plus à mettre dans le dossier, mais ça ne va pas bonifier le taux. Alors, à savoir qu'au niveau du pôle Moveo, donc le CSF est représenté au niveau du comité opérationnel de Moveo, donc qui statue sur la labellisation. Donc le CSF est automatiquement informé de votre projet lorsque vous sollicitez une labellisation du pôle. Et ensuite, on peut vous accompagner, bien évidemment, pour aller plus loin dans la démarche. Ensuite, plusieurs régions peuvent-elles financer un même projet? Le passage par un pôle est-il obligatoire? Y a-t-il des labellisations de plusieurs pôles? Alors, plusieurs régions peuvent-elles financer un même projet? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'elles financeront bien entendu les partenaires qui sont sur leur territoire, mais il est possible que différentes collectivités territoriales interviennent sur un projet donné. Le passage par un pôle, on l'a dit, dans les deux appels à projet, il est optionnel. Alors il y a des conséquences différentes selon qu'on soit sur PSPC ou PSPC région, mais en tout cas, c'est vous qui faites le choix. Maintenant, je pense que Moveo a été très clair sur la vision vis-à-vis de ces deux appels et ce que le pôle peut apporter de ce point de vue-là. Après, est-il possible d'avoir des labellisations de plusieurs pôles? Oui. Maintenant, honnêtement, ce qui est important, c'est la cohérence des labels. Et effectivement, sous l'ex-FUI, il y a eu une période de labellisation multiple qui n'était pas très heureuse. Et en toute honnêteté, je pense qu'il faut faire très attention en cas de labellisation multiple sur la cohérence. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je vais chercher différents labels? Ça ne peut pas juste être une question territoriale. Alors, si un consortium comporte des membres de plusieurs régions, est-il mieux de demander un PSPC? En fait, on l'a dit, il y a quand même des critères spécifiques à chaque appel en termes de projets attendus. Ce ne sont pas les mêmes projets. C'est-à-dire que, certes, il y a des lignes directrices qui se rejoignent, mais on est quand même sur le PSPC région sur des plus petits projets R&D, 1 à 4 millions contre 4 à 50 sur le PSPC. Critères de sélection identiques, mais quand même, on est sur deux appels distincts. Donc là, je pense que la question n'est pas de se dire si un consortium comporte des membres de plusieurs régions, quel partie je choisis, mais plutôt de se dire c'est quoi mon projet R&D, quels sont les vrais coûts, donc est-ce qu'il est entre 1 et 4, entre 4 et 50, et ensuite dérouler la suite de la discussion. Très bien. Alors, dans un consortium avec partenaires en Bretagne et Île-de-France, avec déjà un label de pôle en Bretagne, est-il nécessaire ou opportun d'avoir aussi un label du pôle de l'Île-de-France? C'est laissé à l'appréciation des porteurs et des pôles qui sont concernés. Ça c'est pour le coup, c'est pas de notre côté que le choix se fera. Maintenant, nous, on a expliqué à quoi servait le label des pôles sur ces projets.
Voilà, donc, sachant qu'au niveau du label, hein, ne voyez pas que le bonus financier, hein, mais il y a aussi tout un accompagnement derrière et notamment une connexion avec l'écosystème. Donc si vous avez déjà un pôle automobile, effectivement, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de redemander un nouveau label. Si ça n'est pas le cas, ça peut être pertinent. Ouais, comme le dit Geoffroy, du coup, que ce soit l'État ou les régions, ce qui est attendu, c'est que le label du pôle, ce soit un vrai soutien à un projet qualitatif et qui a été accompagné. Du coup, si les deux pôles en Ile-de-France et en Bretagne ont été concernés par le projet, ont travaillé dessus, bah oui, c'est cohérent qu'au bout de la chaîne, ils donnent chacun leur label, bien entendu. Mais par contre, si c'est juste un label un petit peu opportuniste, en le disant méchamment, non, c'est pas l'idée. Le but du jeu, c'est bien qu'il y ait eu un travail collectif autour du projet. Donc s'il y a plusieurs pôles qui ont travaillé, tant mieux. Il faut que ce soit matérialisé à la fin du cycle. Mais si c'est pas le cas, non, pas aller chercher de label a posteriori ou tout à la fin. Non. Alors, on attend encore 30 secondes, voir s'il n'y a pas une nouvelle question qui arrive. Et si ça n'est pas le cas, il sera temps de conclure. Très bien, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, il me reste à remercier nos deux intervenants de BPI pour cet éclairage. Et puis, je le redis encore une fois, hein, si vous ambitionnez de déposer un projet et que vous souhaitez solliciter un label Moveo, surtout contactez-nous dès maintenant pour qu'on vous ait bien dans le radar et qu'on ne rate pas les étapes parce que le 11 septembre va arriver très rapidement. Voilà, mais écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne après-midi. Une dernière précision, vous aurez tous nos contacts en fin de présentation que vous recevrez par Geoffroy. 2 boîtes mail sont du coup créées pour chaque appel à projet. Donc admin PSPC pour la boîte PSPC et PSPC-région pour les PSPC régions. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, vous aurez tous les contacts à la fin de la présentation. Et voilà, on reste à votre disposition. Et donc on mettra en ligne les slides BPI et Moveo, et donc on a enregistré ce webinaire et donc il sera hébergé sur notre site également. Voilà.